L'incendie d'un complexe résidentiel à Hong Kong a fait au moins 128 morts selon le dernier bilan vendredi. Les autorités sont toujours à la recherche d'environ 200 habitants des tours. Sarah Beckstrom, 20 ans, a succombé à ses blessures au lendemain de la fusillade survenue près de la Maison Blanche qui a fait un autre blessé parmi les membres de la garde nationale. Les opérations de lutte contre les flammes ont pris fin vendredi à Hong Kong, après la catastrophe la plus meurtrière depuis des décennies dans le territoire. Au moins 128 personnes ont perdu la vie dans le gigantesque incendie qui a ravagé un complexe résidentiel. Des matériaux de construction et des échafaudages en bambou ont pris feu mercredi pendant des travaux de rénovation. Les flammes se sont ensuite rapidement propagées aux tours voisines du complexe, touchant 7 des 8 bâtiments. Le service local des pompiers indique que le feu a été en grande partie éteint et ajoute que l'attention est désormais portée sur la recherche de survivants. Environ 200 des quelques 5000 résidents des tours manquent encore à l'appel. Le personnel d'urgence s'efforce d'entrer dans chaque appartement pour rechercher les personnes qui pourraient encore être piégées. Depuis le départ du feu mercredi, plus de 900 personnes ont été évacuées vers des abris temporaires. Les autorités ont arrêté 3 personnes dans le cadre de l'enquête sur le drame. Il s'agit de 2 directeurs d'une entreprise de construction et d'un consultant en ingénierie. Ils sont suspectés d'homicide involontaire par négligence grave. Certains des matériaux utilisés dans les travaux de construction ne répondant pas aux normes de résistance au feu selon les autorités. Les tours ont été construites dans les années 80, soit avant la révision des codes de prévention des incendies de Hong Kong. Celui-ci prévoit désormais l'obligation d'aménager des étages refuges dans les structures de grande hauteur. L'un des 2 membres de la garde nationale touché par la fusillade survenue ce mercredi près de la Maison Blanche est décédé, a annoncé Donald Trump ce jeudi, précisant que la soldate Sarah Beckstrom, 20 ans, avait succombé à ses blessures à l'hôpital. Également touché, le sergent-chef Andrew Wolf, 24 ans, est toujours hospitalisé dans un état très grave et lutte pour sa survie, a indiqué le président états-unien. Le suspect est un ressortissant afghan de 29 ans qui aurait travaillé dans une unité spéciale de l'armée afghane soutenue par la CIA avant d'émigrer aux États-Unis grâce à un programme instauré après le retrait des forces états-uniennes d'Afghanistan. Lors de sa prise de parole, Donald Trump a qualifié cette fusillade d'attentat terroriste, laissant entendre que l'auteur était instable mentalement depuis son départ d'Afghanistan. Le chef de l'État a indiqué vouloir mettre fin à l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde. Il a également affirmé vouloir chasser toute personne qui n'est pas un atout pour le pays. La réforme européenne des droits des passagers aériens semble aller de mal en pis. Le mécontentement à l'égard du projet de texte a atteint un tel niveau que l'industrie a demandé que les négociations soient suspendues. Nous demandons d'urgence une pause de 6 mois dans les délibérations jusqu'à ce qu'une évaluation approfondie de l'impact des mesures proposées ait été réalisée, peut-on lire dans une lettre envoyée au nom de l'industrie du transport aérien opérant en Europe. Le projet de texte actuel pourrait augmenter les coûts annuels totaux du secteur d'au moins 40% selon plusieurs associations de compagnies aériennes. La principale préoccupation du secteur est une proposition visant à relever le seuil d'indemnisation des passagers. Actuellement, les voyageurs aériens européens ont droit à une compensation si un vol est annulé ou retardé de plus de 3 heures. Cependant, les compagnies aériennes font pression pour que le seuil soit relevé, ce que l'Association européenne des consommateurs rejette. Les premières discussions au Conseil portaient sur un palier de 5 heures et 9 heures, ce qui là aurait enlevé 90% des droits des passagers. Donc là, pour nous, c'était inacceptable. Le deal final s'est retrouvé à 4 heures et 6 heures, ce qui va impacter plus de 60% des passagers. Ça veut dire que 6 personnes sur 10 n'auraient plus le droit à aucune compensation. Pour nous, c'est inacceptable, bien sûr. Les négociations interinstitutionnelles entre le Conseil, le Parlement et la Commission reprendront ce lundi, mais s'annoncent déjà difficiles. Le gouvernement vénézuélien a mis en place des sanctions contre 6 compagnies aériennes internationales qui ont suspendu ce week-end leurs opérations vers Caracas. La mesure est entrée en vigueur après l'expiration du délai de 48 heures que le gouvernement du président Nicolás Maduro avait accordé aux compagnies pour reprendre leurs vols. Cette suspension des vols est intervenue après que l'administration fédérale américaine de l'aviation a émis vendredi dernier un avertissement demandant aux compagnies aériennes commerciales de faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'elles survolent le Venezuela et le sud des Caraïbes. A Venezuela no la va a detener ninguna guerra psicológica. Los derrotamos en la guerra psicológica y en la guerra económica. Venezuela lo que va es pa'lante. Si te puedo decir aquí entre nos,
Adelante, presidente. Y el que se coma la luz, hay leyes. El que se coma la luz. Cette crise intervient alors que les États-Unis maintiennent un déploiement militaire sans précédent dans les Caraïbes dans le cadre d'une opération annoncée en novembre pour lutter contre le trafic de drogue. Ce mercredi, l'armée de l'air américaine a révélé que des bombardiers stratégiques à longue portée avaient effectué des démonstrations de frappe dans les eaux des Caraïbes cette semaine. Sur les campus parisiens, le projet annoncé par Emmanuel Macron d'un nouveau service militaire volontaire suscite des réactions partagées chez les jeunes. Certains voient dans le programme une opportunité, voire une étape nécessaire dans un contexte géopolitique tendu. Franchement, c'est une bonne initiative pour bien protéger le pays. Et vu que c'est sur principe de volontariat, ça pourrait trouver une vocation pour certains et ça aidera le pays, donc c'est de bon augure pour la suite. Pourquoi pas? Parce que ça permet d'avoir une formation, de goûter un petit peu à la vie militaire comme l'ont fait nos anciens. Et 800 € par mois, c'est toujours ça de gagner, surtout si on est nourri, logé et blanchi. D'autres nous disent que le moment semble mal choisi alors que la France cherche à réduire les dépenses publiques. Je trouve que l'État a d'autres priorités à traiter, notamment on est dans une période assez difficile où vraiment le budget de l'État est compliqué à gérer. Ça devrait aller par exemple pour l'augmentation du SMIC par exemple. Siège de ce syndicat d'étudiants, le plan d'Emmanuel Macron est vivement critiqué. Nous, on s'oppose en fait à ce retour du service militaire, d'une part parce qu'on se trouve quand même dans un contexte de restrictions budgétaires énormes avec 80% des universités qui sont déficitaires. Et donc aujourd'hui, on nous explique qu'il n'y a pas d'argent magique, mais par contre pour l'armée, apparemment c'est assez facile de débloquer des budgets de plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis aussi parce que dans les objectifs qui sont annoncés par Emmanuel Macron, il y a la question de la formation des jeunes. Et c'est aussi encore une fois un scandale pour les universités, pour l'éducation nationale aussi, qui ont le rôle de former la jeunesse, de former toute une génération et qui aujourd'hui se retrouve mise sur le côté. Une jeune génération qui se retrouve aujourd'hui à débattre de la mobilisation, du patriotisme et de la perspective d'un futur conflit. Les alertes météo sont maintenues dans le sud-ouest de la Bulgarie ce vendredi, après plusieurs jours de fortes pluies qui ont provoqué des inondations dans plusieurs communes. Des rivières ont débordé dans la province de Blagoevgrad, affectant 2 municipalités et perturbant la circulation sur plusieurs axes routiers. Des glissements de terrain mineurs sont également survenus jeudi, mais les dégâts ont été rapidement nettoyés par les autorités. Les pompiers bulgares sont intervenus dans de nombreux logements inondés et le réseau électrique a été fortement perturbé ces derniers jours. Le maire de la ville de Sandanski a déclaré l'état d'urgence et la province a émis une alerte rouge aux intempéries. Les pluies torrentielles qui ont commencé mercredi en Bulgarie devraient se poursuivre tout au long du week-end. Les météorologues prévoyant jusqu'à 65 litres de pluie par mètre carré. La région est limitrophe de la Grèce, qui a également subi de fortes inondations cette semaine. Huit skieurs secourus ce jeudi après avoir été pris dans une avalanche sur le glacier de Stubai dans les Alpes tyroliennes autrichiennes. Le groupe, qui pratiquait du ski hors-piste, a déclenché l'avalanche après avoir passé un col dans une zone dangereuse non protégée. Une opération de sauvetage massive impliquant plus de 250 personnes, des chiens et des hélicoptères a immédiatement été lancée. Les skieurs originaires d'Allemagne, de Bulgarie et d'Autriche n'ont été que légèrement blessés. Certains ont déployé des airbags de sécurité. 3 des survivants ont été transportés par avion à l'hôpital, tandis que les autres ont été soignés sur place. Magnus Brunner, commissaire européen chargé des affaires intérieures et de la migration, a déclaré à Euronews que l'UE et ses États membres devaient s'engager avec des gouvernements tels que les talibans dans des discussions techniques sur les migrations. Réagissant au fait que l'Allemagne négocie un accord avec les talibans pour renvoyer les Afghans qui doivent être expulsés, il a répondu que c'était nécessaire. So on a technical level, I totally understand and we support that as a commission as well. Our people, our experts were there in Kabul also to talk about possibilities, because not getting engaged means it doesn't get better. So yes, it's not fun, it's not easy. But not getting engaged is not an option. So yes, I do think we have to talk to these countries, even we don't, of course, recognize them as a government, but we have to talk to them. No option not to talk.
Ces commentaires interviennent un mois après que 20 pays européens se sont unis pour faire pression sur la Commission afin qu'ils trouvent des moyens de renvoyer les ressortissants afghans qui vivent illégalement en Europe. Ils ont fait valoir que leur incapacité à expulser les Afghans reconnus coupables de crimes en raison de l'absence d'accord de retour avec les talibans constitue une menace pour la sécurité de l'UE. And posing a security threat to the European Union, to member states, and I think it's legitimate to send them back and to find solutions with these regions or countries, to find solutions to get them back to their countries. L'UE a entamé des pourparlers exploratoires avec les talibans sans les reconnaître formellement. Berlin a aussi souligné qu'il n'entretient aucune relation diplomatique officielle avec les talibans. 2 astronautes russes et un Américain ont rejoint l'équipage de la Station spatiale internationale. Leur vaisseau Soyouz s'est amarré avec succès au module russe de la station, après avoir été lancé jeudi depuis Baïkonour au Kazakhstan. Les 3 astronautes devraient passer 242 jours dans la station, avant de redescendre sur Terre en juillet 2026. Au cours de leur mission, ils prévoient de mener plus de 40 expériences scientifiques et d'effectuer 2 sorties dans l'espace. La première aura pour but d'installer un dispositif destiné à prévoir les éruptions solaires, tandis que la seconde sera consacrée à la maintenance du module russe Zarya. Habitée sans interruption depuis l'an 2000, la Station spatiale internationale sera désorbitée par la NASA à partir de 2031. L'agence américaine a chargé l'entreprise SpaceX de mener à bien cette opération délicate, qui consistera à détruire l'ISS en la faisant plonger dans l'atmosphère terrestre.